Je vais demander à Félicité Herzog de me rejoindre. Félicité Herzog, dont le titre du livre est Une brève libération. Bonjour Félicité. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Une brève libération, c'est un roman qui nous emmène à la rencontre de la grande histoire et à la fois à la rencontre de votre famille, Félicité, puisque nous sommes dans le Paris sous occupation allemande et nous allons suivre la trajectoire de deux familles. D'abord celle de la famille Cossé-Brissac, une famille d'aristocrates, dans laquelle grandit une certaine Marie-Pierre, une jeune fille de bonne famille, comme on dit. Et puis la famille Nora, excusez-moi, la famille Nora, qui est la famille de Simon, famille dont le père est chirurgien réputé, respecté, reconnu. Et tous deux vont avoir des trajectoires très différentes, de par leur milieu évidemment socio-professionnel, mais aussi par les convictions des familles. La famille Cossé-Brissac, dont la mère s'appelle May, est une famille qui est largement collabo et qui reçoit chez elle les personnes tout à fait, on va dire, discutables, dont José Laval, la fille d'un certain Monsieur Laval, qui n'était pas très recommandable. Félicité Herzog, j'ai dit que c'est un roman, c'est aussi celui de votre famille. Comment a débuté l'écriture de ce livre et qu'est-ce qui a déclenché l'envie de raconter cette histoire qui va finir par faire se rencontrer évidemment Marie-Pierre et Simon? Alors, je vais vous raconter la genèse de cette histoire, enfin de l'histoire de ce livre. Mais d'abord, je voudrais vous remercier d'être tous ici. Ça fait longtemps que je vous ai pas vus, puisque depuis Un héros en 2012 et Gratis, c'était en 2015, j'ai pris un petit peu mon temps avant de me replonger dans un roman. Et ce roman est un petit peu dans la veine de mon premier livre, parce que c'est vrai qu'il est inspiré d'une histoire vraie, même si elle est très romancée. En fait, j'ai raconté, il y a quelques années, la première grande histoire d'amour de ma mère à un ami, lors d'un déjeuner. Et une histoire absolument héroïque, mais qu'on a un peu ensevelie, parce que c'était il y a longtemps, pendant la guerre, à la Libération. Et quand je suis sortie du déjeuner, j'ai traversé la rue et je me suis dit, mais si je suis renversée par un bus, un camion, une trottinette, finalement, qui va pouvoir raconter cette histoire? Raphaël, tout à l'heure, parlait de la propriété de la mémoire. Alors, je ne me sens pas propriétaire de la mémoire, mais en revanche, je me sens détentrice ou passeuse de cette histoire. Alors, je vais vous raconter effectivement que c'est la grande histoire d'amour qui a affranchi ma mère, qui a aujourd'hui 96 ans, qui s'appelle Marie-Pierre de Cossé-Brissac, et qui prend place en 47. Mais avant de faire rencontrer ces deux héros, Marie-Pierre et donc Simon Nora, qui est le frère, qui était, puisqu'il est mort il y a une quinzaine d'années, qui était le frère de Pierre Nora, l'académicien, je retrace effectivement les trajectoires antinomiques de ces deux personnages. Marie-Pierre, qui est le meilleur parti de la France, ou un des meilleurs partis à l'époque, on parlait des filles dans ces termes, qui voulait faire des études, mais dont on voulait surtout choisir des robes, la présenter à des bons partis. Et une jeune femme qui n'est pas simplement rebelle, parce qu'elle est très rapidement... elle comprend très bien ce qui se passe dans son milieu familial qui est confiné, puisque là, nous, on sait ce que c'est que le confinement pendant 2 mois, mais on ne sait pas ce que c'est que le confinement pendant 4 ans et demi avec des autorités d'occupation. Donc elle vit dans un hôtel particulier qui est Cours Albert Ier, qui existe toujours, que j'ai très bien connu. Et elle a 15 ans en 1940, et là, elle voit effectivement toute la société de la vichiste, les Drieux-La Rochelle, Emmanuel Berle, jusqu'à ce qu'il ait dû partir, parce que quand même il était juif. Il y a un moment où il s'en est rendu compte que c'était pas si facile que ça.
mais aussi Arletty, Paul Valéry, Coco Chanel, tout ce milieu qui était rassemblé lors des après-midi de May, donc May, qui était la duchesse de Brissac, qui allait devenir la duchesse de Brissac, qui est la mère de Marie-Pierre, avait son après-midi, absolument comme au 18e. Pendant la guerre, en fait, on ne pouvait pas faire grand-chose. La vie était complètement gélifiée. Il n'y avait pas d'échéance. Et donc, il fallait se distraire. Et toute personne qui avait accès à des bons déjeuners, au chauffage et à des conversations intéressantes, en gros, faisait le plein. Et donc, dans ce salon très, 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 très sophistiqué, cet hôtel particulier incroyable que je décris, se rencontrent tous ces gens et cette jeune fille qui rêve d'être ingénieure, qui veut faire de la philosophie, qu'on brime sans arrêt parce que ça ne va pas la rendre mariable, on va en faire un bas bleu, donc ils veulent absolument pas qu'elle fasse des études. Donc elle traverse ces années, alors qu'à quelques kilomètres de là, et même pas quelques kilomètres, à quelques centaines de mètres, il y a des rafles qui commencent, le statut des Juifs démarre en octobre 40, et puis il se devient de plus en plus épouvantable, les Juifs ne peuvent plus... doivent rentrer dans un métro, un wagon réservé. Et évidemment, ils ne peuvent plus exercer la moindre fonction publique. Ils ne peuvent plus se rendre au théâtre, au cinéma. Enfin, voilà, elle sait ça. À la fois, elle n'a pas le droit d'avoir accès à des journaux, mais elle a une grand-mère qui est absolument... qui habite à côté. Qui vit dans l'hôtel particulier à côté, qui est au 34 Cours Albert Ier, qui est aujourd'hui l'ambassade du Brésil, qui lui laisse lire les journaux. Et puis, elle est très intelligente. C'est une jeune femme qui lit 3 bouquins par semaine. C'est vraiment ce qui la caractérise parce que c'est une rebelle, ouais. Mais sa rébellion trouve sa source dans la connaissance. C'est-à-dire qu'elle est, vous l'avez dit, passionnée de philosophie, elle a une professeure qui va lui donner accès à beaucoup de choses et elle va en faire plein usage, à la fois dans ses après-midi qu'elle va passer chez ses grands-parents, mais aussi avec ses cours. Elle va se nourrir d'une connaissance qui, forte déjà de la lucidité qu'elle a de comprendre ce qui se passe autour d'elle, va être renforcée par cette connaissance. Et puis il y a la connaissance de l'esprit, et puis il y a aussi la connaissance du corps, parce que c'est quand même un milieu où... peut-être parce qu'ils n'avaient pas à travailler, ils ont quand même une vie amoureuse très, très, très turbulente. Donc il y a des histoires amoureuses dans tous les sens, et ces enfants qui sont élevés, enfin ces jeunes, parce qu'elle a un frère, ils sont élevés de manière très rigoureuse, dans l'idée du mariage, etc., voient quand même défiler une série d'amants et de maîtresses très connues d'ailleurs, sans que ça pose de problème à qui que ce soit. Et amant très connu, dont Paul Morand, l'amant de May. Alors, qui est une figure importante du roman, parce que j'ai eu accès à une correspondance inédite entre Paul Morand, qui était donc l'amant de May, du début des années 30 à milieu des années 40. Enfin, quand il est parti en Suisse, ensuite, ça s'est émoussé, mais ils suivent une correspondance très très étroite, il est son mentor, et donc tout ce que dit Paul Morand dans ce livre est documenté et renversant. Ce sont des propos renversants. Donc ça fait plutôt partie de la dernière partie du livre, au moment où Marie-Pierre, donc après ce conflit mondial, la libération de Paris, l'euphorie, tout le monde pense que la France va changer. Finalement, c'est une libération qui est des êtres et du pays qui va être de courte durée, parce que très vite, il y a des restrictions, il y a toujours le rationnement, et puis surtout les vieux démons de l'antisémitisme et de la collaboration reviennent au galop. Alors justement, on n'a pas parlé, il faut qu'on parle de Simon Nora, on l'a dit, famille, médecin, le père est chirurgien. Très vite, Simon, pendant l'occupation, va devoir grandir plus vite que les autres. Son père va lui confier d'une certaine manière la famille, alors qu'il fait encore ses études de droit. Il va avoir la responsabilité de ses frères et sœurs, Julie, Jean, Pierre, Jacqueline. Et puis, aussi, très vite, il va basculer dans la résistance et il va faire des rencontres absolument déterminantes pour sa vie. Alors Simon Nora est quelqu'un que j'ai très bien connu, qui a été
pour beaucoup de personnes, une source d'inspiration, une figure exceptionnelle. Alors, évidemment, à l'époque, c'était un tout jeune homme, mais effectivement, c'est exactement ce que vous décrivez. En fait, il était un peu dans une relation assez tendue avec son père, qui avait fait les tranchées de 14, qui était un type qui rigolait pas, qui était chirurgien urologue archi connu à Paris, qui avait souffert de l'antisémitisme et dans sa carrière, et qui rêvait de faire de son fils aîné, je sais pas, un président du conseil. Et il avait des grandes ambitions, parce que Simon Nora avait des grandes capacités. Et puis, en octobre 40, il y a le premier statut des Juifs qui tombe. Et là, quand même, Gaston Nora, qui est tout à fait admirateur de Pétain, enfin, il n'est pas vraiment choqué jusqu'à la poignée de main de Montoire. Et là, il se dit, il faut faire quelque chose. Moi, je vais rester à Paris, m'occuper de mes malades juifs, parce qu'il officiait à l'hôpital Rothschild. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'hôpital Rothschild. Les scènes que j'ai décrites sont incroyables. Et il décide de confier son épouse, Julie, et sa sœur Jacqueline, et les deux frères Jean et Pierre, donc qui est l'académicien, et dire à Simon, qui avait 21 ans à l'époque, écoute, je te confie toute la famille, et c'est toi tu vas en être responsable. Alors d'abord, ils essayent de passer par l'Espagne. Pierre Nora a raconté ça dans Jeunesse, mais très rapidement, ils n'y arrivent pas, comme beaucoup de gens qui fuient, et ils atterrissent à Grenoble, avec énormément de réfugiés. Et là, c'est le début d'un affranchissement incroyable de ce jeune homme, qui est brillantissime, qui est très laïcisé. C'est une famille juive de Lorraine, bien avant la Révolution française, qui tombe des nues, littéralement, de ces lois, de ces restrictions, de ces mortifications. Il se sent beaucoup plus français que juif. Et simplement parce que, voilà, c'était pas la tradition de cette famille Nora, qui était archi assimilée. Et donc, il se retrouve à Grenoble, et puis là, en fait, son père lui dit surtout, pas de bêtises, hein, tu soumission totale, tu travailles, surtout, tu te fais pas remarquer. Immédiatement, il va rejoindre les réseaux de résistance. Il fait des rencontres extraordinaires, dont une jeune femme qui s'appelle Germaine, qui est une résistante très très connue du massif du Vercors. Il rencontre un type incroyable qui s'appelle le capitaine Dunoyer de Segonzague, qui dirige l'école du Riage, qui est un truc qui a été inventé par Vichy, qui est un peu très ambigu au début, qui est un peu comme les chantiers de la jeunesse, qui a fait l'objet d'une polémique il y a 25 ans épouvantable, parce qu'en fait, ça a été monté par Vichy, et puis peu à peu, Segonzague bascule dans la résistance et s'occupe des maquis qui sont naissants. Et puis en 1943, il y a un afflux énorme de jeunes hommes qui sont censés aller travailler en Allemagne et qui rejoignent les maquis. Et là, Simon, non seulement est conférencier, mais rencontre des personnalités hors normes, Hubert Beuve-Méry, Joffre Dumas-Zedier, et on lui propose de faire des conférences de maquis en maquis. Alors il se retrouve à marcher 10 heures par jour dans un massif qui est très mystérieux. Enfin, vous connaissez sûrement le Vercors. Moi, je connaissais pas du tout le Vercors, même si je suis très montagnarde. Et j'ai découvert, en fait, cet endroit incroyable qui est en même temps le lieu de toutes les tragédies de la guerre, parce que c'est le massif du Vercors. On a pensé que ce serait une sorte de base pour accueillir l'aviation alliée, qui allait aider le débarquement de Provence, et puis en fait on les laisse tomber. C'est absolument tragique. Le Vercors, mois après mois, c'est de pire en pire. Je veux pas, c'est pas un livre d'histoire naturellement, mais c'est pour juste donner un tout petit peu d'arrière-plan. Et Simon vit ça. Il vit les maquis, il devient libre, il rencontre toutes sortes de filles qui sont aussi courageuses que lui. Et très rapidement, malheureusement, à la fin de la guerre, il va vivre la fin du Vercors, que certains connaissent. Malheureusement, ça se passe pas facilement parce qu'il doit se cacher, parce que les Allemands en fait arrivent
à envahir le Vercors. Bon, je vais pas faire un cours d'histoire là-dessus. D'autant qu'on a plus beaucoup de temps et qu'il faut D'accord. quand même dire qu'à la fin de la guerre, ces deux jeunes gens qui ont été pétris chacun par les milieux dans lesquels ils ont été et qui se sont à leur manière chacun battus contre l'envahisseur d'une certaine manière, à la fois familiale mais aussi extérieure, vont vivre, mais on n'en dira évidemment pas la fin parce qu'il y a quand même un petit peu de suspense dans cette histoire d'amour, vont vivre une histoire d'amour à la fois folle, empêchée, qui va faire s'insurger leurs deux familles. Et c'est la deuxième partie du livre où on va effectivement les suivre dans ces péripéties. Deux personnalités extraordinaires. Merci infiniment, Félicité Herzog. Une brève libération, c'est le titre de votre nouveau roman. Je vous en prie. Merci.